sans roupiller. Je lâchais. Diable, quand vous me touchez la main tel qu'ainsi, c'est comme si Farfadette me chatouillait sous le pied. Cela me met hilarité au corps. Souriant doucettement, elle me dit « Dépêchons-nous d'aller chercher le docteur. Votre père est en difficulté et après il faudra vous débarbouiller un peu. » Me débarbouiller. « Le père Courge est blessé, déclara-t-elle. Toi, courez jusqu'à la cabane. Le père Courge. » Mais déjà, que nous foncions vers le séjour du docte et que nous toquons. Que le docte paraît. « Manon, vous êtes souffrante ?» Et puis, m'apercevant et plissant le blaire, « Tiens, le fils Courge, comme il sent mauvais, d'où diable sort-il du dépotoir municipal ?» Je fus ainsi enseigné du prénom de la bienveillante créature que j'accompagnais. « Je vous en prie, docteur, fit-elle impérieuse, ne perdons pas de temps en vaines paroles. Le père Courge semble avoir eu un accident. » Et là, le docte, il déclare « Oh !» Et puis qu'il s'éclipse, hâtement à l'intérieur, revient sur le seuil avec valisette, dit encore « Oh !» Je vous suis, Manon. « Oh !» Après galop et parcoursement, nous voilà à la bord de père, presque crevant dans son godillot et passant une guirlande aux bourgeois de tantôt, arrivé par devant nous, car père n'était pas commode avec l'humanité. Mais déjà, le docte désaccoutre la cheville et commence son étude. Il toise, il potasse, il enquête, et puis il veut palper la grosseur afin de la mieux traduire. Il pose un dextre dessus, père sur tressaute, et gueule de souffrance. De son pied encore valide, il met une savate dans l'estomac de son bourreau. Où le docte se plie, comme roseau en ouragan, et sort la langue, et même l'œil un brin. Sa face égare couleur, puis qu'elle la recouvre. Mais anormalement, la voici pareille à Bleuet de Cornouiller, pour sûr, et la voisine suffocation. Manon et les bourgeois accourent et s'inquiètent de sa vie, mais leur alarme est vaine. Sous peu, le docte reprend ressort, et se tenant le bedin, le souffle encore courteau, déclare « C'est l'os de la cheville de Courge cassé !» Il nous fallut usiner une brancarde de branchotte et transporter père jusqu'à l'hospice du village. Et cependant que père était livré au docte plâtreur, Manon entreprit de me débarbouiller. Désigne immersion en barrique. Et savonnade vigoureuse. Dans une chambrette de l'hospice, je fus ainsi récuré pour la première fois de ma vie à l'aide de brosses et savonnettes que Manon maniait avec industrie. Tandis que je sentais la brosse manœuvrer, il me semblait que ma charmante ne faisait pas qu'enlever croûte et étages de crasse sur ma peau, mais aussi qu'elle atteignait de plus profondes zones, jusqu'à l'abord d'une contrée encore ignorée. Elle se faufilait en ma personne, y défrichait une forêt nouvelle et y venait s'établir. Il y avait aussi dans la chambrette un instrument des plus prodigieux. Je crus tout d'abord qu'il s'agissait d'une fenêtre, puisque j'y vis bientôt s'y fixer un bourgeois qui n'avait de cesse de me lorgner et de singer chacune de mes postures. S'égayant de ma surprise, Manon m'instruisit que l'instrument s'appelait un miroir. Ce qui était fort sensé, monsieur le juge, puisqu'on pouvait en effet s'y mirer. Mais moins grande fut mon aise quand je traduisis enfin que quoi, ce bourgeois, à la mine de vilain et de simple, c'était moi. Quoi, ce désagréable, cet œil de poicre, ce chevelu, tes aplombs des choses. Comment ce monde pouvait-il abriter si vive dissemblance, laideron tel le fils Courge, et joliesse, pareil à Manon, monsieur le juge? Mais c'est à ce moment-là qu'amour établit sa paillasse en ma personne. Et c'est là aussi que je pressentis que parole donne vie à toute chose. En les baptisant d'un nom, j'appris le nom de père Courge, puis celui de Manon. Je toisais en ces noms-là, comme je toisais en miroir ma face délivrée de ses crasses, car
J'étais pauvre de vocabulaire, mais aussi pauvre que le foin aux heures enfuies de l'été, était sec et vidé de sa céréale. Monsieur le juge, père fut mis à stationnement pour quelque temps. Malgré ses protestes, on nous attribua une chambrette, car le docte désirait sur lui faire des tests. Mais c'est par suite de ces fouilles qu'on lui dénicha dans le casque. Le trouble dont je discours depuis le début est qu'il contracta, je crois, le jour de l'inhumation de mère. Notre séjour dura nombre de courses de lunes et de soleils. Nous demeurâmes, père et moi, cloîtrés dans la chambrette. Et puis j'aimais bien, moi aussi, rester à moisir, goûtant repos et mollesse, avalant à heures précises, soupiasses exquises, et surtout guettant à la fenêtre le passage de Manon. Mais jamais, jamais, monsieur le juge, ne pus-je rediscourir avec elle, ni non plus jouir de ses bienveillances. Puis un jour, on libéra la cheville de père. Le docte remit à père une fiole de granules et un papier. Votre état est grave. Si vous n'avez pas les moyens financiers nécessaires, faites une demande auprès de la sécurité sociale. Père prit rudement les granules et le papier, émit un grognement, me grippa le coude et m'entraîna par devers lui. Dehors, le soleil nous griffa l'œil. Et sitôt que nous fûmes hors hospite, la fiole alla choir sur une pelouse, expédiée par le pied de père, tout revigoré après son relèvement dans la plâtrade. Et puis nous rebroussâmes à la cabane. Je continuais d'être qui j'étais, le fils Courge. Esclavé à père comme la fleur à la pluie, en mes murs intérieurs résonnait désormais ce nom, aussi délicieux que soupiasse de poisson-chat. Manon, 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 Manon,
m'aimait-il ? Nul signe d'une telle chose depuis l'heure de mon premier jour. Père, aurait-il enfoui son chérissement pour moi dans la tombe avec mère ? Je m'en fus une nuit, grippant derrière la porte notre pelle, gérée parmi les arbres longs de temps, furetant le sol à la recherche d'un sépulcre. Arrivé à l'embranchement du grand mélèze, par où prendre ? La déesse lune ne paraissait point, un bourgeois parut. Et je connus sans tarder à la petite lueur bleue qui l'entourait qu'il s'agissait d'un trépassé. Et le voilà, qui pointe l'index en direction de Ponant, puis il rebrousse et s'éclipse lentement dans la forêt. J'empoigne la pelle. Je m'avance sur la sente du côté indiqué par le mort. Voici la grande pruche. Sur l'arbre, à hauteur de genou, le dessin ancien d'un cœur creusé dans l'écorce. À son pied, un monticule de terreau où croise benoîte le repos de mère, assurément. Dans les branchottes, un hibou me toisait. Que fabrique donc ici et sous pareille heure le fils Courge, semblait-il peser ? M'adressant à lui, je lançai. J'ai voyagé jusqu'ici pour m'instruire d'une chose, oui ou non. Peut-on enfouir le sentiment humain ? Le peut-on ? Aussi, si le chérissement de père à mon endroit repose sous ce terreau aux côtés des restes de mère, puis-je, moi, ramasser ce sentiment, le ramener comme gibier à la cabane et le réintroduire en père au fin qu'il m'aime. Ainsi parlais-je à l'oiseau maître de la nuit. Et je grippai par suite la pelle et entrepris de fouiller la terre. Je cognai bientôt sur le bois de la bière, je trouai les premières planches, me jetant à genoux et écartant encore la terre, j'arrachai les suivantes pourries par le passage des époques. Un loup hurlupina. Mère, du moins ses restes, gisaient là, rompus, nettoyés de ses chairs et humeurs. Je ramassai un à un les os de sa carcasse, en formai un petit monceau au pied de la pruche. Quand tout le squelette fut extrait de la bière, j'examinai attentivement l'intérieur. À quoi reconnaît-on le sentiment ? Rien. Rien ne paraissait. Je décidai d'inspecter la bière de fond en comble en y introduisant ma personne. Mais glissant entièrement, je m'y dépliai les membres. Ainsi établi, j'eus bientôt le point de vue d'un Maccabée. Tout n'était qu'ombre et silence. En cieux d'obscurs nuages se rassemblaient et formaient le plan de pluies à venir. Mais, autour de moi, nulle trace du chérissement de père. Je stationnai de la sorte long de temps, la carcasse de mère à mon côté. La forêt à présent était coite, la branche déshabitée, le hibou avait fui. Je m'ébranlai pour faire semblablement. Je rangeai mère dans la bière et rebricolai son repos. Puis je remis sous mon pas le ruban de la sente. Ainsi me dis-je, père a conservé son sentiment pour moi à l'intérieur de lui-même, puisque je ne le dégotais pas ici cette nuit. Dès lors, je décidai de ceci. Il me faudrait savoir désormais, absolument savoir si père me chérissait. Plus encore, il me faudrait voir son sentiment, il me faudrait la preuve que procure le regard. On voit bien l'arbre, la pluie, le poisson-chat. Ces choses-là nous sont indispensables au vivre, ainsi de l'amour.
Les Maccabées, comme toujours, passaient chez nous. Ça tardait un temps, puis rebroussaient en leur contrée d'autres jours. L'un d'eux, toutefois, séjourna à la cabane plus que de coutume. C'était un ménestrel à longue chevelure et aux yeux entourés de lunettes qui trimbalait en permanence un gratte-corde. Et il venait, s'assoyait sur une billette et empoignait son instrument dont il pinçait le cordage, produisant de la sorte des mélodies exquises. Ce furent les seuls sons que j'entendis jamais émanant d'un mort. À défaut de vocabulaire, remâchai-je, les morts useraient donc de musique, peut-être. Découvrirons-nous à l'heure de notre fin que mélodie constitue langage? Cependant, père ne percevait rien des mélodies du mort. Quitte un peu ce rêvement de traînard et rebrousse à ton emploi. Mais père, à défaut de voir le ménestrel, n'entends-tu pas le murmure mirifique de son gratte-corde? Mais peut-être aussi ton grand âge. Te bouge-t-il désormais les sgourdes par trop d'époques accumulées en sa machinerie? Son rétorque fut prompt et viril. Rameté, naïverie, mon esgourde traduit encore toute chose bruiteuse sur terre, et il n'est de murmure en ici que celui de l'arrière-saison qui arrive sur nous à grands pas. Rebrousse à ton emploi, j'ai dit. Cette même nuit, lorsqu'il se fut assoupi, j'ai ressouvenir d'avoir encore longuement étudié père à la faveur du feu, oui. Qu'y avait-il en ce corps équarri comme taillé à même le bois du grand être? Où donc se terrait amour? Advint le jour où le ménestrel quitta notre abord. Je le vis par matin disparaître dans un taillis de barbe de bouc. Et il ne parut plus. L'hiver venait, bourrasque, tombements de neiges et verglas formaient à présent les jours. La terre était aussi croûteuse qu'échine de tortue. Surgelés accoutraient les arbres qui craquaient au moindre soufflement de bise. Je me mis à m'immerger en barrique. Quand l'image de Manon me tenaillait excessivement, je désaccoutrais ma personne, la plongeais sous eau et la détergeais à grands coups de pain de sable. Il me fallait me plonger jusque par-dessus chevelure, puis me briquer intensément. Thorvert, pourquoi
dois t'astiquer de la sorte, fils. Oh, l'exquis moment où je fus récuré par Manon, car j'en étais convaincu. Il devait y avoir quelque part en nos chairs, tanière ou alcôve, recelant amour, oui, cela se devait. Ah mais bien sûr, concernant Manon, ce n'était que rêvement. Peut-on voir le sentiment des fantômes, monsieur le papa juge? Monsieur le juge, l'arrière-saison s'avançant, on l'officine, l'alambic chauffait et parchauffait, produisant cruches et cruches d'eau de genièvre que père brevet goulûment. Et il arriva que gris comme pierre, mêlant un pied à l'autre, il égara l'assiette, chut, et s'en alla toquer le mur avec son casque, sans essève jaillir, tandis que conscience le fuyait catastrophique, père se vidangeait. Je me précipitai, le saisis entre mes bras muscleux et le menai bien vite devant l'âtre crépitant. Confectionner une pommade d'herbe goûteux que j'étalai sur la plaie. Par suite, à l'aide d'un pansement de fibrille, je ceinturai le casque. Et dès lors, l'écoulement de père cessa tout net. Préparai aussi un crachin de coulevré que je mis à dégorger. Et quand ce fut prêt et bien tiède, je forçai le tout en la bouche de père et le fis déglutir